Bien, alors, avant de reprendre et de faire un petit bilan d'ensemble sur la catégorisation, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu ce matin ou éventuellement même sur ce qu'on a vu la semaine dernière? D'ailleurs, oui, j'ai pas pensé à le faire, mais je tâcherai de penser à commencer chaque cours en vous demandant s'il y a des questions sur le cours de la semaine d'avant. Ce serait, ça pourrait être utile pour certains. Oui? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Oui, en effet, vous m'aviez posé une question au sujet du métalangage, et c'était, je ne me souviens plus dans quel contexte. Ah oui. Eh bien, au fond, le métalangage, du point de vue, vous voulez dire, de la répartition entre les différents mondes, hein, il n'a rien de particulier par rapport au langage qui n'est pas du métalangage, puisque le métalangage, ce sont des mots comme les autres, hein, sauf qu'ils ont cette particularité. Donc le métalangage, ça va être par exemple dire chien à 5 lettres, voilà, ou le mot chien à 5 lettres, ça c'est du métalangage. C'est utiliser le mot chien, non pas pour parler de l'animal, de la catégorie chien, mais du mot lui-même. Donc c'est un mot, le métalangage, c'est un type de mot qui a cette particularité d'avoir comme signifié le signe tout entier. En fait, le signifié d'un mot du métalangage, c'est un signe. Donc l'ensemble d'un signifiant et d'un signifié. D'ailleurs, le mot chien, quand on dit qu'il a 5 lettres, on parle surtout du signifiant, mais le signifié est aussi, d'une certaine façon, impliqué dans le mot chien. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire, on pourrait développer, il y a des choses intéressantes sur la question du métalangage, mais ça nous sort peut-être un petit peu de notre sujet central. Bien, alors s'il n'y a pas d'autres questions, un bilan sur la catégorisation. Donc, on est d'accord, c'est une opération fondamentale de la cognition humaine, hein, qui joue un rôle essentiel au plan linguistique, puisque la dénomination, le fait que les unités lexicales fonctionnent comme des dénominations, le fait que les unités lexicales fonctionnent comme des dénominations est lié à la notion même de catégorisation. Hein. Puisque, on l'a vu, sauf dans le cas des noms propres, bien sûr, une dénomination, c'est une unité lexicale codée, son sens est une catégorie, et donc maîtriser le sens d'un mot à cet égard, c'est maîtriser aussi la catégorie qu'il désigne. Alors, une petite remarque que l'on peut faire, mais je la signale en passant, elle a des implications philosophiques intéressantes, mais je ne pourrais pas la développer, je le signale simplement, c'est que cette notion de catégorisation, cette caractéristique donc de notre esprit, c'est évidemment quelque chose de bien pratique, hein, puisque grâce à ça, au lieu que notre monde nous apparaisse comme une collection d'objets complètement disparates, le monde qui nous entoure nous apparaît comme organisé. Hein. Par exemple, là, ici, autour de moi, je vois une catégorie d'êtres humains avec une sous-catégorie qui sont les étudiants, je vois des chaises, des tables, je vois des haut-parleurs, je ne vois pas des objets qui sont énigmatiques, disons. Et la contrepartie, si vous voulez, de cette caractéristique de la catégorisation, c'est que
on ne peut pas y échapper. Et par conséquent, dès qu'on perçoit quelque chose, on ne peut pas ne pas le percevoir comme étant le membre d'une catégorie. Et donc, lui associer tout ce qui est associé à cette catégorie. Quand je dis cela, je veux précisément dire que il est extrêmement difficile d'avoir accès à la singularité d'une chose, à ce qui fait qu'une chose est tout à fait particulière, unique d'une certaine façon. Vous pouvez considérer que tous les grains de sable dans le désert sont des grains de sable qui font partie de la catégorie des grains de sable, mais d'un certain point de vue, on pourrait considérer, en le regardant au microscope, que chaque grain de sable est différent, a sa singularité, son identité propre. De même, lorsque vous voyez un groupe de gens, en général, vous les percevez comme membres de catégories très générales, membres de la catégorie des hommes, des femmes, des professeurs, des étudiants, des jeunes, des vieux, etc. Et évidemment, avant de pouvoir accéder à la singularité d'une personne, chose qui est extrêmement rare au fond, qui arrive avec les personnes qui nous sont le plus proches, et encore, vos propres parents appartiennent à la catégorie de parents, et donc, d'une certaine façon, c'est pas forcément évident d'avoir accès à leur singularité à eux. Bien. Un verre que vous voyez sur une table, c'est peut-être un verre très particulier, très singulier, qui a des caractéristiques propres, mais d'abord, vous allez le voir comme un membre quelconque de la catégorie des verres. Donc au fond, comprenez, cette catégorisation, c'est en même temps un pouvoir, c'est extrêmement utile, puisque ça nous permet d'agir en fonction de ce qui nous entoure, mais c'est aussi d'une certaine façon une malédiction, au sens où ça nous empêche de percevoir la singularité des choses. C'est d'ailleurs en partie pour ça qu'existe l'art, parce que précisément l'œuvre d'art, elle vise à nous rappeler la singularité d'un certain nombre de choses. Bref, je n'en dis pas plus sur ce point, mais voyez qu'il y a une réflexion intéressante à mener sur la position dans laquelle nous met par rapport au monde et par rapport à la singularité des entités du monde cette pulsion, si j'ose dire, vers la catégorisation. Bien, on a vu également que la catégorisation est un type d'analogie fondée donc sur des similarités plus ou moins structurelles. Et puis je donne pour terminer une citation de George Lakoff tirée de ce livre célèbre Women, Fire and Dangerous Things. Sans l'aptitude à catégoriser, nous ne pourrions pas fonctionner du tout, que ce soit dans le monde physique ou social, ou dans nos vies sociales et intellectuelles. Vraiment, la catégorisation est une chose absolument centrale, et le langage, évidemment, joue un rôle très important pour la catégorisation. Alors, le problème, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça en linguistique, parce que le problème de la question de la catégorisation est rendue plus compliquée par le phénomène de la polysémie. C'est assez évident parce que, évidemment, j'ai déjà donné des exemples et on va en voir d'autres. Dès qu'un mot est polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens, un seul mot renvoie à plusieurs catégories. On n'a pas un mot pour une catégorie. Alors, comment ça marche? Comment ça se passe? C'est ce qu'on va voir maintenant à partir de la notion de polysémie, qui est évidemment une notion très importante en sémantique. Alors, considérez ces segments de phrases. Être défendu par un avocat, manger un avocat. Manger une pêche, se fendre la pêche. Alors, se fendre la pêche, je le précise pour les étudiants étrangers, ça veut dire rire à gorge déployée, rire très fortement. Se fendre la pêche. Aller à la pêche. Et ici, un bouton de rose. Donc un bouton de rose, c'est la rose qui est... Pardon? Oui, voilà, qui n'a pas encore éclos, la rose avant l'éclosion. Un bouton de fièvre. Donc ça, c'est un bouton au sens dermatologique. Recoudre un bouton de vêtement.
un bouton de sonnerie électrique sur lequel on appuie, un bouton de porte, ou on dit aussi une poignée de porte, mais on dit parfois un bouton de porte. Voilà. Alors dans tous ces cas, on a un même signifiant, avocat, avocat. Ici évidemment être défendu par un avocat, ça signifie l'homme de loi. Manger un avocat, à moins que vous le mangiez parce qu'il vous a mal défendu, c'est plutôt le fruit. Manger une pêche, là c'est le fruit. Aller à la pêche, c'est le fait de pêcher. Bon, se fendre la pêche, on verra. Pardon ? Avoir la pêche, on aurait pu indiquer aussi avoir la pêche. Et puis là, donc le mot bouton qui a toutes sortes de significations. Bon, donc un même signifiant pour plusieurs signifiés, ça veut dire qu'on va avoir du mal à associer un seul mot à une seule catégorie. Bon. Alors, prenons le signifiant avocat. Bon. On a les deux signifiés, fruit et homme de loi, et on voit bien que, même en faisant preuve d'imagination, il n'y a aucune relation entre ces deux significations. Dans le cas du signifiant pêche, on a le signifié fruit. Alors, on a le signifié rire, donc se fendre la pêche au sens de rire, qui est en fait lié quand même au premier sens, parce que la pêche, ça désigne, c'est une façon imagée, disons, de désigner la tête. Donc se fendre la pêche, vous voyez l'image, la tête est une pêche, elle est fendue en deux, ça veut dire qu'on ouvre la bouche très grand pour rire. Donc là, il y a un lien entre les deux signifiants, 1 et 2. Par contre, avec l'action de pêcher, aller à la pêche, ça n'a plus aucun rapport avec les signifiés 1 et 2. Donc ici, on a une disjonction entre 1, 2 d'un côté et 3 de l'autre. Donc on a affaire aussi à de l'homonymie entre les sens 1, 2 d'un côté et 3 de l'autre. Dans le cas de bouton, eh bien, en fait, tous les signifiés, qu'il s'agisse du bouton au sens dermatologique, du bouton pour un vêtement, du bouton d'un circuit électrique, du bouton d'une porte, ils sont tous liés à cette idée de bouton de fleurs par une analogie de forme. C'est une petite chose ronde, d'une certaine façon. Une petite chose ronde. Donc il y a une analogie de forme, il y a une ressemblance entre tous ces sens qui sont liés au signifié 1. Et c'est dans ce cas-là précisément qu'on va parler de polysémie. Alors, reprenons cela, les liens, la distinction entre homonymie et polysémie d'une manière précise. Si on considère un signifiant avec plusieurs signifiés, il y a deux situations. On l'a vu, soit les deux signifiés n'ont aucun rapport, n'ont pas de similarité, n'ont pas de propriété commune, si vous voulez. Dans ce cas-là, c'est de l'homonymie. Soit les deux signifiés, ou plusieurs, ont une relation, il y a un lien entre eux, et dans ce cas-là, on aura de la polysémie. Alors, pour être plus précis sur l'homonymie, il faut distinguer différents cas d'homonymie. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle les homonymes, homophones, homographes. Alors eux, dans ce cas, on a un seul signifiant oral et graphique pour plusieurs signifiés disjoints. C'est-à-dire que pêche, que ça signifie le fruit ou l'acte de pêcher, j'entends la même chose, j'écris la même chose. En général, quand on parle d'homonyme, tout court, on pense plutôt à ça. C'est sous-entendu homophone, homographe. Alors, vous avez des homonymes homophones, donc on entend la même chose, mais non homographes. Par exemple, un conte, comme raconter un conte, une histoire merveilleuse, un conte comme un conte en banque, et puis un conte comme le conte de Monte Cristo, par exemple. Bien, ici vous avez un même signifiant oral, on entend la même chose pour plusieurs signifiés disjoints, mais vous avez des signifiants graphiques distincts. Et enfin, vous avez encore une catégorie avec des homographes, mais non homophones.
Donc, exemple, ce qui s'écrit ici F-I-E-R, hein, mais ne se prononce pas de la même façon. Cet homme est fier, mais peut-on s'y fier? Nous éditions de belles éditions. Bon. Donc, dans ce cas-là, on a un signifiant graphique pour plusieurs signifiés disjoints. Ça peut poser des problèmes, par exemple, lors de la lecture, hein, pour un enfant ou pour quelqu'un qui apprend le français, etc. Voilà, donc en général, quand on parle d'homonyme tout court, on parle plutôt d'homonyme, homophone, homographe. Une caractéristique des homonymes, c'est que, d'un point de vue historique, ils proviennent de mots, d'étymons, de mots latins ou grecs distincts. Et c'est le hasard de l'évolution phonétique qui fait qu'à un moment donné, les deux mots se prononcent ou s'écrivent de la même façon. Alors, par exemple, pour pêche, fruit, vous voyez que on a une origine du bas latin persica pêche, alors que pour l'action de pêcher, c'est un déverbal de pêcher, la pêche, qui vient du latin populaire piscare, du latin classique piscari, pêcher, de piscis, poisson. Donc vous voyez que persica d'un côté, qui est, on suppose, issu lui-même, l'étymon persica de malum persicum, qui serait le fruit qui vient de la Perse, d'accord, et ici piscis. Hein. Donc on a deux étymons complètement différents, et l'évolution phonétique de piscare et de persica a abouti à la même chose, pêche, dans les deux cas. Pour avocat, donc on a pour l'homme de loi un emprunt au latin advocatus, donc participe passé substantivé de advocare, appelé. Et puis pour avocat, le fruit, un emprunt à l'espagnol, etc., avec toutes sortes d'origines. Bon, ce serait un emprunt à une langue aztèque, le nahuatl. Bon. Donc, vous voyez, des étymons complètement différents. Alors que pour bouton, on a un seul et même étymon. Hein. C'est un dérivé de bouter, pousser, avec le suffixe on. Et les différents sens de bouton, dans la notice du TLFI, dans la notice historique du TLFI, sont indiqués. Vous voyez, on a une attestation du sens de bourgeon en 1160 à partir de Chrétien III. Ensuite, un peu plus tard, la petite pièce pour fermer un vêtement, toujours dans Chrétien III, mais vous voyez, la date est plus tardive, c'est pour ça qu'on considère que ce deuxième sens est dérivé du premier. Ensuite, l'autre sens, une petite boule qui sert à prendre des objets, 1380, vous voyez que c'est encore un peu plus tard. Bouton qui sert à fermer une porte, 1491. Et puis, 1530, petite tumeur qui se forme sur la peau. Bon, le sens bouton électrique, évidemment, est beaucoup plus tardif. Alors, un exemple de solution lexicographique pour représenter la polysémie du mot bouton. Hein. C'est un résumé, si vous voulez, c'est le plan que donne le TLFI. Donc, vous voyez que le mot est présenté comme, enfin, à partir d'une seule entrée, il y a une seule entrée bouton, alors que si vous allez chercher avocat dans le TLFI, vous allez avoir deux fois avocat. Hein. Vous n'allez pas avoir avocat, premier sens fruit, deuxième sens homme de loi. C'est considéré comme deux mots différents. Hein. Il y aura deux entrées différentes. Alors qu'ici, on en a une seule. Et ensuite, on a des sous-catégories, hein, biologie, bon, botanique, anatomie humaine, donc avec le sens donc, du bouton de fleur, puis du bouton dermatologique. Ensuite, deuxième série, habillement. Par analogie, les emplois techniques, donc parmi les emplois techniques, en électricité, etc. Hein. Donc on voit bien ici que on a une sorte de, disons, de dérivation de l'ensemble des sens de bouton à partir d'un sens de base.
Là, c'est une présentation historique. Hein. Ça n'est pas forcément, si on parle, si on adopte un point de vue, disons, psycholinguistique ou cognitif, quand vous pensez à un bouton, le sens qui vous sert de point de repère n'est pas forcément le bouton de la fleur. Hein. C'est peut-être autre chose, ou peut-être qu'il y a plusieurs entrées possibles. Hein. Alors, donc, d'une manière générale, là j'élargis, je reprends des exemples du mot bouton, mais j'élargis, dans un dictionnaire et plus largement en sémantique, quand on analyse les différents sens d'un mot polysémique, on les analyse à partir d'opérateurs. Il n'y a pas une multitude infinie des relations possibles entre les différents sens d'un même mot. Alors, il y avait un exemple que je n'ai pas commenté sur des vies en bouton. Hein. Des vies en bouton, ce sont des vies qui commencent, comme un bouton de fleurs. Là, la relation entre le sens bouton de fleur et le sens dans l'expression des vies en bouton, c'est une relation métaphorique. Donc, il peut y avoir une relation métaphorique entre le sens de base et un sens dérivé. Ensuite, il peut y avoir une relation d'analogie entre les deux sens. En l'occurrence, on l'a vu par exemple pour bouton de sonnerie, une analogie de forme avec le bouton qui désigne la fleur. Mais, donc ça c'est les deux exemples qu'on a vus précédemment. D'ailleurs, je ne sais pas si j'avais mis... Oui, voilà, ici, voilà, les vies en bouton, vous l'avez ici. Hein, dans l'exemple de Barès, le charme de l'indéterminé de ces vies en bouton. Hein. Solange, elle ne sait pas, elle est encore en bouton. Bon, donc là, c'est de la métaphore, okay, mais de la métaphore qui est enregistrée dans le dictionnaire, hein, quand même. Donc elle est reconnue, acceptée. On ne peut pas considérer que c'est une métaphore complètement inventive. Mais on a d'autres opérateurs. Hein. Encore une fois, métaphore, analogie, métonymie, extension de sens, restriction de sens, comprenez bien, ce sont des noms pour caractériser les types possibles de relations entre différents sens d'un même mot, entre deux sens d'un même mot. Hein. Les deux sens peuvent être liés par métaphore, par analogie, mais aussi par métonymie. Alors l'exemple classique, c'est le blaireau. Le blaireau au sens... donc le blaireau, c'est d'abord un animal, hein, mais un blaireau pour... alors ça s'utilise plus tellement maintenant, je pense, mais un blaireau, c'est aussi une sorte de pinceau pour se raser la barbe. Hein, donc on met de la mousse sur le pinceau, et voilà. Et à l'origine, bon, peut-être, ce pinceau était fait de poil de blaireau. Donc, on a bien une relation métonymique puisqu'on a une partie de l'objet donc de l'objet, le blaireau qui sert à se raser, qui correspond à l'ensemble de l'animal blaireau. Enfin, disons, le terme blaireau est utilisé en tant qu'il désigne une partie d'un objet pour désigner l'objet tout entier. Bon, c'est de la métonymie. Ensuite, il y a extension de sens. Alors, extension de sens, prenons minute par exemple. Donc une minute, le sens de base du mot minute, c'est 60 secondes. Hein. Mais quand quelqu'un vous dit j'en ai pour 1 minute ou j'en ai pour 2 minutes, quelqu'un qui vous dit oui je reviens dans 2 minutes, il ne veut pas dire je reviens dans 120 secondes. Hein. Il veut dire je reviens dans un court espace de temps. Donc le lien qu'il y a entre minute 60 secondes, entre le sens minute 60 secondes et le sens minute très bref espace de temps, c'est un lien d'extension de sens. On a élargi le sens de minute. Ensuite, pour restriction de sens,
Là, c'est simple, c'est le cas de homme qui peut signifier en français soit l'être humain, en général, vous avez d'ailleurs commenté un tout petit peu cet exemple, hein, homme, l'être humain en général, et par restriction de sens, donc un homme, ça peut être un homme ou une femme dans ce cas-là, hein, l'homme au sens de l'être humain, et puis par restriction de sens, ça va être l'être humain mâle adulte. Voilà donc les différents opérateurs, oui. Est-ce que pour l'homme, par exemple, il y a une distinction quand même dans le français, puisque pour l'homme en général, on met souvent un H majuscule quand même. Moi, pas forcément. Hein. Ça n'est pas du tout une obligation. On peut, si on veut être clair, mais on peut aussi mettre un H majuscule pour l'homme, être humain masculin. Je sais pas moi. On peut dire à ce type, oui, c'est un homme avec un grand H. Hein, pour dire c'est un représentant prototypique, si on veut, de la catégorie de l'homme. Non, il n'y a pas. Je comprends ce que vous voulez dire, mais ça n'est pas. On n'est pas obligé d'utiliser homme avec une majuscule pour parler de l'être humain. On peut très bien utiliser homme sans majuscule pour parler de l'être humain en général, et on peut même, à la limite, utiliser la majuscule pour parler de l'homme, être humain masculin. Alors, quels sont les problèmes théoriques qui sont liés à cette question de la polysémie? Bon, on a vu, il y a deux caractéristiques principales de la polysémie. Premièrement, il y a deux sens, ou plus, hein, au moins deux sens différents pour un même mot, c'est-à-dire pour une même unité lexicale. Autrement dit, un seul signifiant est associé à plusieurs signifiés, bref. Et puis, deuxième caractéristique, les deux sens sont reliés entre eux. Hein, ils ont un lien. Alors on vient de voir que ce lien peut être de métaphore, d'analogie, d'extension de sens, de restriction de sens, etc. On peut décrire hein, ces différents opérateurs d'une manière plus technique, mais je n'ai pas le temps de le faire ici. Évidemment, si cette deuxième condition, s'il n'y a pas de lien entre les deux sens, on a vu, c'est de l'homonymie. Alors, maintenant on peut aller un peu plus loin, parce que y a des conditions supplémentaires pour qu'on puisse vraiment parler de polysémie. D'une part, ces deux sens qui sont reliés entre eux, ils doivent être reliés mais disjoints. Alors on va voir, c'est ce que Kléber, là encore j'emprunte les notions que je vais exposer là, à un article plus récent là, de 2008, petit essai pour montrer que la polysémie n'est pas un sens interdit. Je crois me souvenir qu'on trouve cet article en ligne, si vous voulez le lire en détail. Donc, une première condition qui va être la condition de non-unifiabilité, cette condition disant que ces deux sens ne doivent pas pouvoir être dérivés d'un seul et même sens abstrait. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont dérivés l'un de l'autre, enfin les différents sens sont liés entre eux à partir d'une unité de base, mais on ne peut pas avoir une espèce de sens général abstrait qui les couvre tous. Et puis par ailleurs, les sens doivent vraiment être liés à l'unité lexicale et pas à autre chose, par exemple au contexte. Hein. C'est ce qu'il appelle la condition de robustesse. Alors on va voir d'abord la condition de non-unifiabilité. Alors, cette non-unifiabilité, elle se traduit de différentes façons, hein, catégorielle, vériconditionnelle, de lecture, sémantique. Bon. Alors, voyons d'abord la non-unifiabilité catégorielle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'y a pas de catégorie qui puisse subsumer les catégories dénommées par les différentes acceptions du mot polysémique. Alors, par exemple, si vous prenez souris au sens de souris animale et souris d'ordinateur. Bon, vous voyez bien là, que ça va être quoi le lien polysémique entre les deux? Oui, une analogie de forme. Hein, une analogie de forme. Bon, donc on est bien dans un cas de polysémie. Mais ce sont deux catégories différentes, vous êtes d'accord? La souris d'ordinateur d'un côté, l'animal de l'autre. Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de catégorie générale
qui regrouperait la souris ordinateur et la souris animale. Ben non. Hein. Alors que si je prends, par exemple, enfant, qui a deux sens, un enfant, ça peut être un enfant garçon ou un enfant fille. Hein. Donc j'ai bien aussi un mot qui a deux sens, il s'applique à deux genres de choses différents. Mais là, garçon et fille, enfant au sens garçon et enfant au sens fille, ces deux sens peuvent être regroupés dans la catégorie générale enfant. Donc ils sont unifiables. Tandis que souris d'ordinateur et souris animale ne sont pas unifiables. Donc le mot désigne bien deux catégories, et vraiment deux catégories, c'est-à-dire pas deux sous-catégories d'une catégorie. Alors, cette idée générale, on peut la décliner de différentes façons, donc on peut la décliner d'une manière vériconditionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'attribution d'une valeur de vérité s'établit au niveau de chaque lecture particulière et non au niveau d'une interprétation qui rassemble les différentes lectures. Si je dis « Paul n'a pas d'enfant », ça veut dire que Paul n'a ni garçon ni fille. D'accord? Donc, c'est vrai si Paul n'a ni garçon ni fille, et c'est faux s'il a soit un garçon, soit une fille. D'accord? Tandis que si je dis Paul n'a pas de souris, vous voyez bien que la vérité de cet énoncé ne fonctionne pas du tout de la même façon. Parce que s'il n'a pas de souris d'ordinateur, c'est peut-être vrai quand même. Il a peut-être une souris animale, et inversement. D'accord? Donc, on ne peut pas attribuer une valeur de vérité générale. La valeur de vérité va dépendre de la catégorie qui est visée par le mot. Une non-unifiabilité de lecture, en cas d'ambiguïté, on ne peut pas unifier les deux lectures. Bon, voilà. Si je dis Paul voudrait un enfant, je comprends qu'il voudrait soit un garçon, soit une fille. Par contre, si on me dit Paul voudrait une souris, là, je peux très bien ne pas comprendre exactement, savoir qu'est-ce qu'il veut exactement. Je peux pas unifier les deux sens. Je ne sais pas ce qu'il veut dans ce cas-là. Et enfin, une non-unifiabilité sémantique qui rejoint un peu la non-unifiabilité catégorielle. Il n'y a pas un sens abstrait qui rassemble les différentes lectures de l'unité lexicale polysémique. Pour prendre un autre exemple, l'exemple de Cartier, on pourrait avoir envie de dire qu'il y a un sens abstrait qui serait partie de, parce qu'on peut dire un quartier de viande, c'est une partie d'un morceau de viande, le quartier d'une ville, c'est un morceau d'une ville, le quartier des femmes, mais si c'était le cas, on pourrait dire le quartier d'un livre pour dire une partie d'un livre, le quartier d'une symphonie pour dire une partie d'une symphonie, et on ne peut pas. Donc ça veut bien dire qu'il y a une polysémie qui fait que on ne peut pas, rassembler toutes les lectures de l'unité lexicale. Bon, et puis on peut avoir un test là, si on coordonne deux adjectifs qui correspondent à deux sens différents du mot, veau au sens de l'animal ou veau au sens de la viande, eh bien ça ne fonctionne pas. Mais, donc très bien, non-unifiabilité. Ça nous fait une différence entre retenez par exemple le cas de souris qui est polysémique entre la souris d'ordinateur et la souris animale, et puis enfant qui est polysémique mais avec une unifiabilité, enfin polysémique, on ne va pas dire qu'il est polysémique, il a plutôt un sens indéterminé. Bien. Mais en fait, cette non-unifiabilité ne suffit pas. Alors, il y a un exemple célèbre, l'omelette est partie sans payer. Alors, si je dis cela, dans quel contexte je vais dire ça? Ça va être par exemple un serveur dans un restaurant qui va avoir servi une omelette à un client, c'est le seul qui a mangé une omelette dans le restaurant, et le client qui a mangé une omelette est parti sans payer. Et le serveur, il ne connaît pas le nom du client, il ne sait pas, voilà. Et une façon de le nommer, il l'appelle l'omelette.
c'est une sorte de métonymie, puisque c'est l'homme qui a mangé une omelette. Hein. L'omelette est partie sans payer. Bon. Alors, dans ce cas-là, on voit bien qu'on n'a pas d'unifiabilité entre le sens omelette, sens plat, cuisiné, et puis être humain, etc. Hein. Si je compare les sens de omelette, être humain et omelette, plat cuisiné, vous conviendrez bien que je suis dans la même situation qu'avec souris animale et souris d'ordinateur. Hein. J'ai bien une non-unifiabilité. Seulement, est-ce qu'on peut parler de polysémie dans ce cas-là? Est-ce que je vais dire que omelette est polysémique? Parce que ici, omelette désigne non pas des œufs cuisinés, mais désigne une personne qui a mangé une omelette. Désigne par métonymie, bien sûr. Bon, ben non, on ne peut pas parler de polysémie dans ce cas-là. Et c'est là qu'intervient le critère de robustesse. Le critère de robustesse, il revient à dire qu'il faut que les différentes interprétations de l'unité lexicale viennent vraiment de l'unité lexicale et pas du contexte. Hein. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, dans les locutions figées, hein, on a déjà parlé des locutions figées un tout petit peu en parlant des unités lexicales, polylexicales. Si je prends arbre à cam au sens mécanique du terme, hein, eh bien, on ne peut pas dériver le sens général de arbre à cam du sens simplement de arbre. On ne va pas chercher un sens très global de arbre qui va être aussi valable dans arbre à cam. Et puis, par ailleurs, il y a le cas de l'opposition entre la polysémie lexicale et la polysémie, disons, en discours. Dans le cas de l'omelette est partie sans payer, j'ai une métonymie, certes, mais c'est la situation de discours qui me permet de faire cette métonymie. Dans le dictionnaire, je ne vais pas trouver, parmi les sens de omelette, personne qui mange une omelette. D'accord? Oui? Pardon? Arbre à cam. Ah, arbre à cam, c'est une partie dans un moteur de voiture. Hein. Je sais pas, je crois que c'est la partie qui sert à relier le moteur aux roues, non? C'est pas ça? Enfin, je suis pas très doué en mécanique, hein, mais enfin bref, en tout cas, c'est une partie mécanique d'une voiture. Donc, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec un arbre, hein, c'est sûr. Mais c'est normal, parce qu'on est dans une expression figée. Hein, c'est exactement, enfin, c'est le même genre de situation que dans le cordon bleu, qui n'a pas plus grand-chose à voir avec le cordon. Hein. Bien, et puis, deuxième remarque, les lectures multiples existent vraiment au niveau de l'unité lexicale hors du discours. Donc là, on est dans un cas, ici, on était au niveau du discours, mais disons, avec une certaine systématicité. C'est-à-dire, ce que je dis avec l'omelette, là, je pourrais le dire avec n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est un procédé régulier dans la langue, et à la limite, il n'y a pas besoin d'un apprentissage particulier pour le comprendre. Hein. Le serveur qui dit l'omelette est partie sans payer, il aurait très bien pu dire le bœuf bourguignon est parti sans payer, ou n'importe quoi. Hein, d'accord? Alors que là, dans ce deuxième cas, on veut parler vraiment du cas où la polysémie en discours excède très largement la polysémie en langue, ou quel cas on parle à peine de polysémie. Exemple, Rimbaud, je me suis baigné dans le poème de la mer. Donc on a bien ici la mer qui est assimilée à un poème. Hein, la mer est un poème. Bon, mais il va de soi qu'on ne va pas considérer que le sens poème appartient à la polysémie de mer. Hein, évidemment que dans un dictionnaire, vous n'allez pas avoir mer a le sens de poème chez Rimbaud. Bon, c'est inimaginable une chose comme ça. On pourrait imaginer des dictionnaires littéraires comme ça, hein, mais bon, ça serait sans doute un peu absurde. Mais bref, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas dans une situation de polysémie dans ces cas-là. Alors, deux remarques.
on doit bien distinguer, vous l'avez vu, deux niveaux de fonctionnement des figures. D'abord, au niveau de la langue, c'est-à-dire dans le dictionnaire, hein, ce qui se voit dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, vous avez les indications, métaphores, métonymie, etc., qui sont des opérateurs de polysémie. Et puis, au plan du discours, vous avez des choses régulières comme la polysémie entre guillemets, hein, puisque on considère que ce n'est pas de la polysémie, de l'omelette est partie sans payer, donc qui n'est pas créatif puisque ça repose sur un procédé régulier. Et puis des cas qui sont créatifs, qui sont des figures inventives, ce que Ricoeur appelle les métaphores vives, et c'est l'exemple qu'on a vu de Rimbaud avec la mer. Alors, pour conclure sur ce point, un point de vue quand même opposé à celui de Kléber. Il y a un débat en ce moment sur le traitement de la polysémie, depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, avec deux visions complètement différentes. Donc, vous voyez que là, dans ce qu'on a vu, il y a quand même un sens de base et puis des sens dérivés. Certains auteurs considèrent qu'il n'y a pas de sens de base et de sens dérivé vraiment, mais que tous les sens doivent être mis sur un même plan. Alors, c'est le cas notamment de Cadio et Visetti, qui disent par exemple, je prends juste un exemple, qu'est-ce que c'est qu'une boîte? Alors, dans les dictionnaires usuels du français, le mot boîte est défini à partir d'une valeur de base correspondant à un prototype matériel ou perceptuel. Les très nombreux composés, introduits de manière alternante par des prépositions à et de qui ne se conforment pas à ce prototype, par exemple boîte aux lettres, boîte d'essieux, boîte de nuit, sont décrits sous la rubrique fourre-tout de spécialité, analogie, parfois métaphore. Donc vous voyez que tout ce qu'on a décrit précédemment, comme étant des opérateurs de polysémie à partir d'un sens de base, il y a un certain nombre d'auteurs qui considèrent que ce sont des solutions qui ne sont pas obligatoires. Il y a d'autres points de vue. Il y a un autre point de vue possible. Alors, à ce mode de présentation, une approche non dictionnérique, mais de sémantique lexicale, alors bon, il faudrait plus de temps que j'en ai pour distinguer ces deux approches, suggère d'opposer le principe d'un stéréotype intentionnel ou d'un concept, c'est-à-dire d'une catégorie, formulé en termes exclusivement fonctionnels. Donc, une boîte, ce serait contenir X et produire ou fournir Y. Mettant a priori les quasi innombrables usages du mot sur un pied d'égalité, cette description permet de rendre justice à cette variété, à cette productivité, grâce à une mécanique flexible d'ajustement entre l'instruction stéréotypique générique et les contraintes matérielles spécifiques. Donc il y a bien quelque chose d'un peu général quand même, mais vous voyez que contrairement à l'analyse précédente, dans laquelle on considérait par exemple clairement que les expressions figées n'entrent pas dans la catégorie de la polysémie, eh bien ici, on veut trouver une solution qui fasse que tout entre dans la catégorie de la polysémie. Alors, c'est un point de vue plus récent, moins classique, qui est, je vous le précise quand même, qui a un intérêt bien sûr dans la recherche, mais qui, dans les études traditionnelles en linguistique, reste pour l'instant assez marginal. Donc tout ce qu'on a expliqué avant, ce que je vous ai expliqué sur les opérateurs de la polysémie, sur les limites de la polysémie, etc., ça ce sont les connaissances classiques que vous devez bien connaître sur la question de la polysémie. Le point de vue de Cadio, ici, c'est un point de vue que je vous donne pour vous montrer qu'on peut voir les choses autrement, mais malgré tout, ça ne conduit pas à mettre à la poubelle tout ce qu'on a vu précédemment. Alors, je vais peut-être arrêter là et puis on reprendra les conclusions la semaine prochaine. Voilà, merci de votre attention et à la semaine prochaine.